Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Cameroun, le gouvernement clarifie la situation concernant le drame qui s'est produit le 14 février dans la localité de Ngarbou, au nord-ouest du pays. Selon une enquête des Nations Unies, 22 personnes auraient été tuées par les forces armées, parmi lesquelles 14 enfants. Les autorités contestent le bilan des Nations Unies. La campagne présidentielle s'achève ce jeudi 20 février au Togo. 7 candidats sont en lice pour le scrutin du 22 février, parmi lesquels le président sortant Faure Gnassingbé qui brigue un 4e mandat. Et puis lancement de la 3e turbine de la centrale électrique du Congo, inaugurée ce mardi 18 février par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Cette nouvelle turbine a une capacité de 170 MW. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, René Emmanuel Sadi, s'est exprimé ce mercredi 18 février sur les violences commises dans un village du nord-ouest du pays qui ont coûté la vie à 22 personnes selon un bilan des Nations Unies. Des violences dont l'armée camerounaise serait responsable. Le ministre de la Communication a contesté le bilan de l'ONU, dénonçant des allégations mensongères à l'encontre de l'armée camerounaise. Le point sur la situation dans ce sujet de Nelly Ebessa. Suite aux affrontements de Ngarbou qui ont eu lieu ce 15 février dans la région du nord-ouest du Cameroun, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a tenu un point de presse concernant cette attaque. En clarifiant et en condamnant les allégations contre les forces de défense et de sécurité suite à l'incident de Ngarbou, le porte-parole du gouvernement a déploré le fait que sans la moindre investigation préalable, plusieurs activistes politiques aient immédiatement investi des médias nationaux et internationaux pour imputer la responsabilité des conséquences de cet incident aux forces nationales de défense et de sécurité. Le gouvernement s'inscrit donc en faux contre les accusations fantaisistes et gratuites portées par des activistes politiques, par les commanditaires des bandes armées sécessionnistes, par des organisations non gouvernementales ainsi que par certains médias nationaux et internationaux contre nos forces de défense et de sécurité. Les faits tels qu'ils ressortent d'un recoupement entrepris avec promptitude et diligence par les services spécialisés montrent qu'il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité en Ngarbou. Le drame qui s'est produit a fait 5 victimes selon le gouvernement, soit une femme et 4 enfants. Il indique d'ailleurs que les populations de Ngarbou ont alerté les forces de défense et de sécurité le samedi 15 février 2020 au regard de la présence des sécessionnistes dans la localité. Déployés sur place en opération de reconnaissance non loin du repère choisi par ces assaillants, les éléments des forces de défense ont été violemment pris à partie par un groupe d'individus lourdement armés. La riposte professionnelle des éléments des forces légales a permis de neutraliser cet assaillant et mettre en déroute d'autres membres du groupe sécessionniste. La sortie du ministre de la Communication en tant que le porte-parole du gouvernement est une sortie qui vient après 2 autres sorties. Premièrement, un compte rendu du ministère délégué à la Défense et puis ensuite un communiqué du ministre chargé de la Défense. Le gouvernement camerounais en appelle particulièrement à la vigilance de la communauté internationale au regard du flux des fausses informations diffusées selon lui de façon pernicieuse à travers les médias dans le but de nuire au Cameroun. Les Togolais sont appelés aux urnes ce samedi 22 février pour élire leur président. À la magistrature suprême depuis 2005, Faure Gnassingbé est en lice pour un 4e mandat. Ce rendez-vous est donc capital pour l'opposition qui souhaite cette fois-ci instaurer une alternance au sommet de l'État. C'est donc la dernière ligne droite. Opposition et pouvoir disposent encore de quelques heures pour convaincre l'électorat. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Ce jeudi prend fin la campagne électorale au Togo. Sur le terrain, les candidats rivalisent d'ardeur pour obtenir plus de suffrages, que ce soit Agbeyome Koyo, Jean-Pierre Fabre, Wolo Komi ou Faure Gnassingbé. Au total, 6 candidats de l'opposition contre le président sortant. Le verdict sera connu au soir du 22 février. La multiplicité de candidatures permet, si tout le monde est sérieux, si on est un candidat sérieux, si on est travailleur, si l'opposition au deuxième tour, le mieux placé bénéficie du soutien des autres. Alors, je ne dis pas que je soutiendrai quelqu'un, je vous parle du principe.
Le parti au pouvoir Union pour la République entend faire un 4e mandat à la tête du Togo. Objectif, poursuivre les réformes sociales. Alors Faure Gnassingbé, après avoir fait 3 mandats bien structurés, un premier mandat politique, renouer les fils du dialogue, un deuxième mandat économique et un 3e mandat social, mais qui a été perturbé par les événements importants que nous avons connus au Togo à partir de 2017, l'accélération des réformes sociales que nous avons souhaitées, nous n'avons pas atteint véritablement les objectifs que nous avions souhaités sur cette période-là. Et bien, naturellement, au début du nouveau mandat qui va lui être accordé, nous l'espérons véritablement par le peuple togolais, il va renforcer et accélérer le mandat social. La priorité aux jeunes et aux femmes. À l'emploi des jeunes d'abord, ensuite aux conditions sanitaires. Au 18 février 2020, 109 meetings et 24 caravanes ont été sécurisés sur l'ensemble du territoire par la Force Sécurité Élections. Par ailleurs, la commission électorale se dit prête pour le premier tour de la présidentielle ce samedi 22 février. Plus de 3 600 000 électeurs togolais sont attendus aux urnes. 19 organisations de la société civile et 2 institutions de la République sont accréditées pour l'observation électorale. Les Libyens ont envahi les rues de Tripoli, la capitale, ce lundi 17 février afin de fêter le 9e anniversaire de la révolution de 2011. Une révolution qui a permis de renverser l'ancien chef de l'État, Mouammar Kadhafi. Cependant, depuis plus de 5 ans, la Libye n'a pas eu d'autorité centrale stable. Actuellement, 2 gouvernements rivaux, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, reconnus par la communauté internationale, s'affrontent pour le contrôle de Tripoli. Ibayako. Des drapeaux libyens qui s'agitent, des chants accompagnés d'un son de musique. Des milliers d'habitants de Tripoli se sont rassemblés ce lundi 17 février à la place des martyrs de la capitale libyenne. Un rassemblement pour fêter le 9e anniversaire de la révolution de 2011, faire un constat de la situation actuelle du pays et soutenir le gouvernement de Fayez el-Sarraj dans sa guerre contre les factions de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour célébrer, malgré la douleur et le chagrin. Pour la liberté, nous sommes sortis pour célébrer notre révolution. Si Dieu le veut, nous construirons une Libye unie pour nos générations futures. Une Libye en paix, le rêve qui a rassemblé ces Libyens à Tripoli. Depuis le renversement de Mouammar Kadhafi par des rebelles soutenus par l'OTAN en 2011, la Libye n'a pas connu d'autorité centrale en l'espace de 5 ans. Un combat s'est installé depuis près d'1 an entre l'armée nationale libyenne, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, et les forces alignées avec le gouvernement d'accord national reconnu à Tripoli, qui se battent depuis le mois d'avril 2019 pour le contrôle de la capitale. Nous n'abandonnerons pas la révolution, nous continuerons. Nous avons décidé de nous rassembler aujourd'hui d'abord pour le soulèvement de février en 2011, mais aussi pour soutenir l'opération militaire du gouvernement sur les lignes de front. Nous nous rallions aujourd'hui pour envoyer un message de soutien fort. Si Dieu le veut, Khalifa Haftar n'entrera jamais à Tripoli. Néanmoins, ce vendredi 14 février, le maréchal Khalifa Haftar a anéanti les espoirs d'une trêve, affirmant qu'il n'y aurait pas de paix tant que les milices détenant Tripoli n'auraient pas été vaincues. En janvier, des puissances étrangères ont accepté de consolider une trêve fragile en Libye lors d'un sommet à Berlin. Les 2 parties ont convenu de poursuivre le dialogue durant la réunion des Nations Unies ce mardi 18 février à Genève. À noter que le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez el-Sarraj a annoncé la suspension mercredi 19 février des pourparlers de cessez-le-feu organisés par les Nations Unies à Genève. Annonce qui intervient suite à l'attaque menée par les forces du maréchal Khalifa Haftar contre le port de Tripoli mardi 18 février. Dans une déclaration, le gouvernement d'union nationale a affirmé qu'il répondrait fermement à cette attaque en temps opportun. Après plus d'1 mois de discussion, le dialogue politique ivoirien entre le gouvernement et l'opposition est plus que jamais dans l'impasse. En effet, le dialogue censé résoudre les sujets de dissension a pris fin sans la signature d'accord sur le code électoral, ce à moins d'1 an du scrutin présidentiel. Aïssa Toubari.
Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly vient de clôturer le dialogue politique sans crier gare. Après plusieurs semaines de discussion, les deux camps ne sont pas arrivés à s'accorder sur les grands sujets qui fâchent, notamment sur le code électoral. À 8 mois du début de l'élection présidentielle, ce dialogue devait s'achever par la signature d'accords entre les deux partis. Le pouvoir RHDP est aujourd'hui en train de mener des négociations factices, alors qu'on avait déjà un agenda pour pousser les opposants soit à boycotter, soit à aller à des élections tronquées. Malheureusement, cela ne sert pas la démocratie ivoirienne, mais je pense que l'opposition a certainement une autre stratégie qui consiste néanmoins à aller aux élections et à sécuriser le suffrage. C'est là où justement il risque d'avoir des problèmes en 2020. À l'issue du dialogue, les deux partis n'avaient réussi à se mettre d'accord que sur les remboursements des frais de campagne au-delà de 5% des votes. Les autres doléances, comme l'abandon des charges contre Laurent Gbagbo ou une plus grande indépendance de la commission électorale, sont restées lettres mortes. On court, encore une fois, comme en 2010, vers une crise post-électorale que tout le monde voit. Aujourd'hui, il n'y a pas que les citoyens comme nous qui doutons de la sincérité du processus électoral. Plusieurs observateurs, y compris des politiques français, qui disent, écoutez, on fonce tout droit dans le mur. Rappelons que le 6 janvier, sur instruction du président de la République, le gouvernement a entamé la phase 2 du dialogue politique sur le processus électoral. Objectif, discuter avec toutes les parties prenantes afin de trouver des solutions à la crise politique pour des élections libres, transparentes et apaisées en 2020. La centrale électrique du Congo devient la plus grande unité de production d'électricité du pays grâce au lancement par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de sa 3e turbine ce mardi 18 février. Sa mise en fonction a permis d'augmenter la capacité de production de la CEC de 314 à 484 MW, soit 60% de la capacité productive du pays. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Avec 484 MW, la centrale électrique du Congo est devenue la plus grande unité de production d'électricité de la République du Congo, avec la mise en fonction de sa 3e turbine d'une capacité de 170 MW par le président congolais Denis Sassou Nguesso ce mardi 18 février 2020 à Pointe-Noire. Et vous savez que les populations d'Afrique aujourd'hui, surtout en Afrique centrale, ne réclament que 2 choses, l'eau et l'électricité. Donc c'est un grand problème que le président de la République a résolu et c'est une grande joie. Et nous, en tant que parlementaires, nous venons ici témoigner notre soutien et appeler la population à soutenir les actions du chef de l'État, à se mobiliser autour. Située à Côte-Matev, un quartier de Ngoyo dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, la centrale électrique du Congo emploie 153 personnes, dont 80% de Congolais et 20% d'expatriés. La société anonyme, dont le capital est détenu à 80% par le gouvernement du Congo et 20% par le géant pétrolier italien Eni, envisage de devenir un pilier du boulevard énergétique national. La CEC est un grand projet et la capacité maximale est de 1000 MW minimum. Et donc la première étape a été l'installation des 2 premières turbines, 150 MW chacune. Aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, vient de lancer la 3e turbine de 170 MW. La prochaine étape consistera à installer le cycle combiné et ensuite à augmenter les capacités par l'addition de turbines supplémentaires. La centrale électrique à gaz du Congo pourrait aussi répondre aux besoins des pays frontaliers tels que la province du Cabinda en Angola. Notons que le réseau national d'électricité a atteint 591 MW. Bien que la demande nationale demeure insuffisante, plusieurs projets régaliens attendent d'être engagés en vue de soulager les ménages. Caridari, c'est le nom d'une nouvelle start-up qui propose des produits cosmétiques 100% naturels. Fondée par 2 jeunes entrepreneurs tchadiens, la marque est destinée à lutter contre la dépigmentation et les problèmes capillaires. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire à Ménédji. Au Tchad, une jeune start-up dénommée Caridari fabrique localement des produits cosmétiques à base de beurre de karité local et d'huile végétale. Objectif, proposer des produits 100% naturels pour lutter contre la dépigmentation et les problèmes capillaires. La start-up met à la disposition de ses clients des savons, des pommades, des parfums fabriqués à base du végétal grâce aux techniques artisanales. Nous proposons des produits 100% naturels à base de beurre de karité qui est notre ingrédient phare. Donc nous proposons des produits capillaires et corporels qui traitent les problèmes de peau et cheveux. Et à travers Caridari, nous essayons également de valoriser les beurres de karité locales
et nous créons aussi de l'emploi. Les produits Caridari s'imposent progressivement dans le marché cosmétique mixte au niveau national grâce aux témoignages des clients et les réseaux sociaux. Pour répondre à la demande de plus en plus forte, la start-up envisage de moderniser ses techniques pour conquérir des marchés nouveaux dans des pays voisins. L'une des valeurs de Caridari, c'est de lutter contre l'utilisation des produits éclaircissants. Nous proposons des produits 100% naturels et des produits qui sont vraiment adaptés aux besoins réels de la population africaine. Donc des produits qui sont vraiment adaptés à nos réalités africaines. Co-fondée par Madina Gombo Adberaman et Safia Hassan Kazali, respectivement ingénieurs en management des projets et médecins, la start-up Caridari a gagné plusieurs prix d'excellence en entrepreneuriat au niveau national et international. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.